n'oubliera jamais la tragédie du 27 novembre 1942. Les Allemands venaient d'envahir la France entière. Déjà, ils étendaient la main pour s'emparer de nos navires. Alors, la flotte française se saborda. Les navires de guerre, orgueil et richesse d'un pays, reposent maintenant, inutiles et tragiques, semblables à des guerriers ensevelis debout dans leur armure. La rage de l'ennemi est allée jusqu'à scier ses canons, comme s'ils avaient voulu se venger de n'avoir pu les retourner contre nos alliés. Mais ailleurs, à Casablanca, on renfloue le Porthos, navire de 12 500 tonnes. Ce sauvetage est la récompense de 6 mois d'efforts. L'épave remue et se relève lentement. Remise à flot, elle revivra demain. À Casablanca encore, c'est le porte-avions Béarn que l'on répare et qui va reprendre sa place. Voici des torpilleurs, des contre-torpilleurs sur lesquels s'affaire une nuée d'ouvriers. Le croiseur Georges Legge, un des navires français qui participèrent au débarquement, est remis à neuf. La France, c'est 3000 km de côte. Avoir une marine forte, c'est pour nous un devoir et un droit. Est devenue fête nationale. Nos choix sont faits. Depuis longtemps, nous n'avions pas à choisir la France. Nous avons suivi la pente de notre être et obéi à nos instincts, comme le maréchal en juin 40. Nous avons choisi l'Europe comme un motoir, parce que c'était le bon sens. Et parce qu'aucun autre cadre ne s'offrait à nos destinées collectives. Et nous voici maintenant patrons, techniciens, ouvriers, serviteurs de l'État, en face des plus dures épreuves. Nous ne tiendrons que si nous nous tenons serrés les uns contre les autres, solidaires et fraternels. Les Français vont faire, face à la mort, un pacte d'unité et d'amitié. Et enfin, tous, comprendre ce qui est accompli, admettre l'irrévocable, et vous jeter d'un cœur joyeux vers l'avenir. Tout sera sauvé, le cœur et l'esprit. Artistique.
Le salon est ouvert, mais l'époque est lointaine où cette manifestation passionnait Paris 3 mois avant le vernissage. Cependant, le salon 44 montre cette année plus d'éclectisme que les années précédentes. Voici un paysage de Porto par Lucien Perry. Un plâtre de Joffre. Le révérend père Sertilange par le maître Cognier et un Beethoven de Barthélémy. Championnat de France. Louis Thierry, à gauche, défend son titre des poids légers contre Tison au Grand Palais. Le match est très animé et même violent dès le début. Les coups lancés à la volée par Tison secouent Thierry. Jusqu'à la 7e reprise, Tison domine nettement. Mais Thierry commence à travailler au corps. À la 8e reprise, plus lourd de 3,7 kg, il a renversé la situation et c'est lui qui domine maintenant. 11e reprise. Tison, complètement désemparé, ne réagit presque plus. Thierry en profite, il est fatigué mais il veut arracher la victoire et envoie Tison à terre. À 9, Tison se relève, mais il est bien touché. Droite, gauche de Thierry et Tison retourne au sol. L'arbitre compte encore. 10, out. Thierry a gagné une fois de plus en grand champion. Ordre est donné aux équipages de l'escadrille de ravitailler coûte que coûte la garnison encerclée de Covel. Nous allons vous présenter un document véritablement unique sur les opérations qui permirent, après 21 jours d'âpres combats, de délivrer la poignée d'hommes qui, devant un ennemi 100 fois supérieur en nombre, préféra tenir que de se rendre. Au-dessus de Covel, les bombes de ravitaillement suspendues à leur parachute descendent lentement vers les assiégés. Nous voici maintenant dans Covel. Une équipe d'opérateurs de la PK était attachée à la division héroïque, ce qui nous permet de vous offrir aujourd'hui ce reportage. De tous les côtés, la garnison résiste, souvent avec des moyens de fortune. Hâtivement, les défenseurs prennent un peu de nourriture. Au cours des 21 jours de siège, la Luftwaffe a pu fort heureusement ravitailler la ville à plusieurs reprises. Les assiégés ont encore à leur disposition un train blindé et quelques unités de chars. Cependant, la situation devient de plus en plus critique. Les munitions vont manquer. Les éléments ennemis sont parvenus à s'infiltrer jusque dans la gare de Covel. Pendant ce temps, de nombreux groupes de combattants allemands essaient de se porter au secours de la garnison et vont tenter de s'infiltrer dans la défense soviétique qui encercle la ville. Les points de résistance russes, battant le pays de leur feu, empêchent en certains endroits toute pénétration. L'aide des Stukas est alors demandée et se montre efficace. Pointes d'avant-garde allemande peuvent à nouveau accentuer leur progression. Mais il faut se hâter. Là-bas, dans Covel, la garnison est à bout de souffle et vient de lancer un ultime SOS. On redouble d'efforts afin d'arriver à temps. Mais le terrain, nous sommes ici au cœur des marais du Pripet, entrave considérablement la marche des chars et des grenadiers qui avancent avec lenteur. Une bourgade est rapidement enlevée malgré la farouche résistance de l'ennemi. Nous approchons. Le petit groupe d'avant-garde où se trouve un des opérateurs de la division sera le premier à pénétrer dans la ville. Les faubourgs en flammes sont enfin atteints. La résistance ennemie faiblit. De juin, le 18, il défilait sur les Champs-Élysées. La guerre était perdue. Le même jour, un avion s'envolait vers les côtes d'Angleterre. Un petit avion qui, avec son pilote, emportait un homme seul. Des studios de la radio de Londres, l'homme, à peine débarqué,
adressait à ses compatriotes un appel qu'on n'entendra plus car le disque est brisé, mais dont les mots devaient retentir pendant 4 ans comme un tocsin. Pétain pouvait signer notre application totale. Déjà, les hommes qui se refusaient à l'engloutissement écoutaient l'écho de cette voix qui leur disait de croire, malgré tout, d'espérer contre tout poids du général de Gaulle. Un an après, le drapeau de la France libre flottait sur des îlots épars dans l'Empire, en Océanie, en Asie, en Afrique, en Amérique, et dans Londres incendiée, blessée, bombardée par 100 rêves, dans Londres qui prenait son sens de capitale de la résistance, la France vivait. La France vivait dans le pauvre bureau du général de Gaulle. Vivait dans cet embryon d'armée dont les soldats promenaient côte à côte les anciens et les nouveaux uniformes. Vivait dans le cœur de ceux qui écoutaient toujours l'écho des paroles qu'ils croyaient prophétiques. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. De Gaulle reformait une armée avec les débris de Dunkerque, avec les émigrants qui abandonnaient tout pour continuer à se battre. Ils étaient peu à cette époque à porter le nouvel uniforme, à essayer les nouvelles armes sur les collines d'Écosse. Ils étaient peu sur les quelques navires qui hissaient la croix de Lorraine. Un an encore, les Allemands n'étaient plus qu'à 100 km du Caire. Dirakem fut le signe de leur défaite. Dirakem où les Français de Koenig firent l'admiration du monde. Un an encore, les Français stoppaient la dernière offensive allemande en Tunisie et les Alliés libéraient totalement l'Afrique. Un an encore, les Alliés avaient débarqué en France, où notre armée reconstituée, où les maquis et les mouvements clandestins participaient à la libération du pays. Et un an encore a passé. Aujourd'hui, les armées de la République, les armées françaises victorieuses, défilent de l'Étoile à la Concorde. Et c'est Koenig, l'homme de Birakem, qui les présentera à De Gaulle, l'homme du destin. Pour la première fois depuis 1919, les troupes empliront de leur part cette voûte immense couverte de noms de victoire. Cette voûte sonore remplit le silence d'une seule tombe. Tous ils passeront sous cette arche, ceux qui s'instruisent pour vaincre, et celles à qui l'armée a fait place. Tous ceux et toutes celles qui eurent leur champ de bataille sur terre, sur mer, dans le ciel. Pour horizon le devoir, pour chemin la bataille. Derrière le général de Montsabert, voici ceux qui vinrent de tous les coins de l'Empire. La France, un jour, leur avait donné un vêtement, du pain, une école, un médecin. Au jour du combat, ils lui ont demandé un fusil. Ceux-là qui, en dépit du pauvre armement que leur avaient laissé les conventions d'armistice, bloquèrent la poussée allemande en Tunisie. Ceux-là qu'on vit sur le Marais et à Medja, à Ksar Medouar. Ceux-là qu'on vit plus tard à Cassino et plus tard encore sur les routes d'Allemagne. Et ceux-ci, les hommes au képi blanc, devant qui le silence est le seul hommage. Le toit de l'aviation française, ce flot immense et discipliné roule entre deux haies d'acclamations vivantes vers la place de la Concorde, où les attendent unis dans une gloire magnifique l'homme de la France et l'homme de la fidélité.
le général de Montsabert, s'étagent toutes ces unités diverses qui forment l'armée française. Ceux de Narvik et ceux de Dunkerque, ceux qui viennent du Tchad et ceux qui viennent du Maquis, ceux de la côte atlantique et ceux de Colmar, les écussons noirs d'IFFI du Vercors avec les écussons rouges et verts de l'armée Rhin et Danube, tous ceux qui ont voulu croire, tous ceux qui se sont battus, unis, mêlés, fondus dans cette marée grandiose, l'armée d'un peuple libre, l'armée française. Et avec le nom de Koenig, d'autres noms montent dans nos mémoires. Des noms presque inconnus voici 5 ans, et qui dans le soleil du 18 juin visent d'un éclat étrange. Le ciel lui-même devient tricolore et pavoise, mais depuis 5 ans, le ciel du 18 juin a toujours été un drapeau. Voici les chars. À leur tête, le général Leclerc descend des Champs-Élysées que sa division parcourut le jour où Paris chassait l'occupant. Ils avaient fait un long voyage pour arriver là. Ils ont fait un grand tour avant d'y revenir. De la victoire. Mais si nous pouvons, comme nos alliés, dire aujourd'hui notre victoire, c'est à cette même journée d'il y a 5 ans que nous le devons. C'est le 18 juin 1940 que la France est ressuscitée. Parce qu'un homme, ce jour-là où les plus forts s'abandonnaient, s'est refusé à accepter la mort. Parce qu'un homme a senti qu'il fallait, au nom de tous, dire non au destin. Berlin n'est plus que le petit Berlin. Une ville étouffée, paralysée, où sonne le pas des vainqueurs. L'Allemagne saura peut-être maintenant ce que c'est que la guerre. Les plaques des rues ressemblent à des pierres tombales dans un cimetière où les survivants s'accrochent encore. Ici était le Sportpalast, où aboyait Hitler. Ici était l'église du souvenir, à l'entrée du Montparnasse berlinois. Ici était la chancellerie du Reich, palais de marbre construit tout exprès pour Hitler et qui s'est écroulé sur lui. Mais une grande ville n'est jamais morte. Déjà dans les ruines, une espèce de vie recommence. La population est utilisée pour les travaux de déblaiement. Les écriteaux parlent russe désormais, et nos gendarmes tiennent leur place dans Berlin vaincu. L'eau est rare et n'est distribuée qu'au compte-gouttes. De nouveaux journaux sont publiés sous le contrôle des Alliés. Le métro a déjà repris son trafic, débarrassé des milliers de cadavres qui l'encombraient. Il y a même des autobus. Et aussi des transports improvisés. Mais il y a surtout le commandement allié. Il y a surtout sur Berlin l'orgueilleuse tous les signes de la défaite. Les indices de cette résurrection que le général de Gaulle est venu constater dans le nord de la France, au milieu des populations de la mine, de l'usine et des ports, au milieu du peuple du travail. Et d'abord, c'est Beauvais, cette ville magnifique, ancienne, française par excellence, a jusqu'ici réparé ses ruines tant bien que mal, mais sans se plaindre. Amiens accueille ensuite le général par des démonstrations enthousiastes. La brave ville a pâti plus cruellement peut-être qu'aucune autre
dans le drame qui vient de se terminer, mais ces souffrances ne lui ont rien enlevé de son courage légendaire. Amiens, premier aspect de ces populations du Nord, tenaces et solides, sera, selon les mots du général, au premier rang de la marche en avant, comme elle fut au premier rang de ceux qui ont su souffrir et combattre pour la patrie. Et c'est la leçon d'Amiens qu'évoque le général de Gaulle devant le monument aux morts. Nos mains, nos cœurs, nos esprits, voilà les forces de la France. Voilà de quoi nous ferons l'avenir de la patrie, c'est-à-dire celui de nos enfants. Voilà de quoi nous ferons une France non seulement plus prospère, mais plus juste, plus fraternelle. C'est ensuite Bruet, où le chef du gouvernement trouve un accueil encore plus émouvant. Voici confronté au visage du premier des Français, le visage des hommes de la mine. Nous sommes ici à l'entrée du pays noir. Ces hommes des corons, ces hommes des pluies, le général les connaît. Leur pays est le sien. Il connaît leur volonté et leur patience, ces vertus qui sont devenues l'apanage de leur dur métier et que les enfants respirent avec le vent humide sous leur ciel de suie. Ce sont ces hommes du pays noir qui, à Béthune, au nombre de 30 000, font accueil au chef du gouvernement. C'est à eux qu'il parlera tout à l'heure, en s'adressant au pays tout entier et par-dessus ses frontières, au monde. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Et le général continue. Pour l'électricité, nous avons atteint en juillet 1350 millions de kilowatts, c'est-à-dire autant qu'en juillet 38. Depuis octobre, nous avons triplé la production d'aluminium, triplé aussi celle de fonte et celle d'acier, décuplé celle du minerai de fer. Nous chargions en septembre, octobre et novembre 162 000 wagons par mois. Nous en avons chargé en juillet dernier 470 000. Certes, nous sortons de la tempête décimée et appauvrie, mais j'affirme que d'obstacle en obstacle, de déception en déception, nous sommes en train d'accomplir un extraordinaire redressement. Sur la route de Dunkerque, voici Berck, un pays où le courage et la volonté ne se sont jamais démentis, où ils ne se démentent pas aujourd'hui.
Dunkerque a souffert de l'occupation pendant 5 ans, plus longtemps qu'aucune autre ville de France. Mais Dunkerque, avec sa statue de Jean Bart demeurée debout au centre des ruines comme un symbole, ajoute à la leçon du voyage. Seul, il émerge de cette ruine générale qui n'a rien respecté et qui a jeté bas 3500 immeubles sur 4000. Et devant le monument aux morts, le général de Gaulle peut repenser les mots qu'il dira. Pour renouveler et reconstruire la France, nous savons le temps qu'il faudra, les obstacles que nous rencontrerons, mais nous savons aussi que nous sommes en marche. En direction de Calais, le général s'arrête un instant au Sein. C'est un village de France, c'est un village de guerre. Ici, tout a été détruit. Dans une mairie en ruine que le général de Gaulle est accueilli, mais personne n'a perdu confiance. Ici, véritablement, la France blessée a repris sa marche en avant. Voici Calais, où l'on trouve, selon les mots du général, une grande partie de la ville détruite, mais l'espérance intacte. La France ne s'abandonne pas. Même quand elle fait le total de ses ruines, elle en tire certes la conclusion de l'immensité de l'effort à entreprendre, mais également plus de courage et de volonté. Enfin, voici la dernière étape, Boulogne, qui n'est plus ni un port ni une ville, mais une sorte de zone maudite. 100 immeubles seulement sont restés intacts sur les 10 500 d'avant-guerre. La ville est détruite, le port est détruit, il faut tout refaire. Mais avec sa volonté de renaître, Boulogne sait que son destin n'est pas de rester une ruine éternelle. Boulogne sait que ses quais renaîtront, et ses maisons, et ses bateaux. La tâche est immense et malaisée, tout manque, et les matériaux et les outils. Les Français n'ont que leur courage et leurs mains, mais on sait ce que peut faire le courage. Et leur mot d'ordre, les Français l'ont trouvé dans ces paroles du général de Gaulle, il s'agit de vivre, c'est-à-dire d'avancer. C'est ainsi qu'à partir de l'abîme, nous avons gagné la guerre. Il n'y a pas d'autre moyen pour gagner notre paix. Au travail! La guerre est finie. C'est sous le signe de la paix commençante que le général de Gaulle, accueilli à son arrivée par M. Henri Bonnet, ambassadeur de France, et M. Burns, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, touche la terre américaine. Le général de Gaulle vient à la Maison-Blanche essayer d'ajuster avec le président Truman les thèses françaises et américaines sur l'organisation du monde de demain. Il vient aussi prouver que l'amitié scellée... Élection. Tous les Français, toutes les Françaises, un an après la libération, choisissent...